Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, la Guinée équatoriale présente pour le 45e anniversaire de son indépendance près de 300 projets. Nombreux sont ceux rendus possibles par une coopération inter-africaine ou dite Sud-Sud. L'ONU renforce son implication en Centrafrique. Le Conseil de sécurité a voté jeudi une résolution pour appuyer les troupes de la MISCA, la mission internationale de soutien en Centrafrique. Et puis journée internationale de la fille en ce 11 octobre, l'occasion d'observer les avancées et les lacunes des conditions de vie des jeunes filles sur le continent. La Guinée équatoriale va célébrer ce samedi sa 45e année d'indépendance. Au programme des festivités, inauguration d'infrastructures et présentation des projets en cours. 300 nouveaux projets ont été lancés sur l'ensemble du territoire. Une façon de montrer la transformation équato-guinéenne et l'ambition affichée de devenir un pays émergent d'ici 2020. 7 chefs d'État africains sont attendus à Malabo, la capitale, ce vendredi. Ceux du Bénin, de Sao Tomé et Principe, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, du Tchad et du Mali. La Guinée équatoriale, véritable chantier de construction où plusieurs compagnies africaines se sont installées. La preuve que la coopération régionale et interafricaine est en état de marche. Une coopération rendue possible par une politique spécifique. Notre envoyé spécial en Guinée équatoriale, Brice Quinhou, nous en dit plus. Commentaire de Karine Loubanzadio. La Guinée équatoriale a toujours tenu à valoriser la coopération Sud-Sud. Depuis 3 décennies, les autorités nouent des partenariats avec de grandes sociétés africaines. Le Cameroun, l'Égypte, le Congo ou encore le Maroc sont autant de pays qui s'imposent sur d'importants chantiers en Guinée équatoriale. Les sociétés maghrébines de génie civil en sont le parfait exemple. La filiale équato-guinéenne des Somagec a réalisé l'impressionnant chantier du patio maritime de Malabo, nouvel emblème de la capitale. Aujourd'hui, on est très fiers et on est très heureux d'avoir remis le PASEO parce que le PASEO maritime est à 100% l'œuvre de Somagec. Ça a été pensé par Somagec, ça a été créé par Somagec, ça a été réalisé par Somagec. Et en même temps, ça nous ouvre un nouveau volet qui avait déjà été entamé avec l'eau potable de Bata, où on a montré qu'on était une société qui est très engagée au niveau social. Le PASEO, c'est un endroit qui est social, c'est un endroit pour les populations et c'est un endroit où les gens doivent venir se divertir et trouver un peu de repos après les journées. Réalisation d'un réseau d'eau potable à Bata, achèvement des ports de Malabo, construction des infrastructures sur l'île de Malabo. En 10 ans, les Somagec ont participé à plus d'une 50aine de nouveaux chantiers. On a une société qui est une société équato-guinéenne à 100%, qui est une société qui évolue en Guinée, qui a investi en Guinée et qui développe aujourd'hui le savoir-faire en Guinée. Donc aujourd'hui, la réalisation des travaux que fait la Somagec dans la Guinée, elle l'a fait avec la formation du personnel qui est guinéen. Et elle pense que dans les années où la Guinée ne sera plus en période de croissance, en période d'investissement, cet outil de travail pour aller travailler dans les autres pays d'Afrique et amener son savoir-faire dans les autres pays d'Afrique pour lesquels aujourd'hui il y a besoin de faire une coopération Sud-Sud et il y a besoin d'avoir au niveau des banques des sociétés pour lesquelles ils ont aujourd'hui un crédit, une confiance et aujourd'hui une sécurité. La notion de coopération Sud-Sud est aussi visible dans le développement des ressources humaines. Manager à dominante africaine, politique de transfert de compétences et d'expertise vers des équato-guinéens sont des obligations. Une manière de démontrer que l'essor économique dans chaque pays de l'Afrique s'accompagne aussi d'un développement humain à la dimension des défis du continent. La Centrafrique bénéficiera d'un renforcement des casques bleus. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi sa première résolution sur la Centrafrique depuis le renversement du président François Bozizé. Les Nations Unies se donnent 30 jours pour observer la situation et décider si elles doublent les effectifs sur le terrain. La MISCA, la mission internationale de soutien en Centrafrique, compte pour l'instant 1400 hommes. Une résolution porteuse d'espoir, comme en témoigne Charles Armel Douban, représentant permanent de la Centrafrique à l'ONU. On l'écoute. La situation n'est pas facile en République centrafricaine. C'est pourquoi je suis sûr qu'avec la résolution, ce sera différent.
Maintenant que ça a été décidé depuis New York, les rebelles savent qu'ils auront l'opportunité de garantir la paix en République centrafricaine, de choisir les meilleurs moyens d'accéder à la stabilité et de donner une autre image du pays. En Libye, le Premier ministre Ali Zaïdan pense connaître l'identité de ses ravisseurs. C'est ce qu'il a déclaré à la suite de son enlèvement qui a duré quelques heures ce jeudi. D'après le chef du gouvernement libyen, il s'agirait d'un parti politique décidé, selon ses termes, à destituer le gouvernement. Les rebelles auraient également parlé d'Abou Anas Libi, un des chefs d'Al-Qaïda, et de sa récente capture par les forces américaines. Ali Zaïdan a promis de révéler l'identité du groupe en question dans les jours à venir. À l'heure où les réseaux sociaux se multiplient et qu'Internet s'immisce dans de nombreux aspects de notre vie privée, les risques de cybercriminalité augmentent. Un atelier intitulé « Droit à la vie privée et protection des données personnelles » a été organisé à Dakar à l'initiative de l'ONG Jonction. 8 pays d'Afrique sont conviés. C'est un reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye, commenté par Jaran Ndiaye. La protection des données personnelles est une préoccupation mondiale. Les internautes sont généralement confrontés à des pratiques qui violent la législation en la matière, concernant notamment l'usurpation d'identité. Pour faire face à cette situation, le Sénégal a voté en 2008 une loi sur les données personnelles et la création d'une commission. Et des mécanismes existent aussi pour déposer une plainte auprès de cette commission. Malgré la volonté de lutter contre la cybercriminalité, les difficultés sont toujours présentes dues au fait de l'évolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication. La protection des données personnelles elle est mouvante, donc les difficultés ne manquent pas. Et elles dépendent de l'évolution technologique. Avant, on avait les bases de données. Avant même les bases de données, on n'avait que des registres papier. Après, on a les bases de données. Mais aujourd'hui, on a les vidéoconférences, vidéosurveillance, pardon. On a les vidéosurveillances, on a la biométrie. Donc, ça dépend des technologies. Donc, une fois qu'il y a une nouvelle technologie qui rentre, qui arrive sur le marché, nous, régulateurs de protection des données personnelles, on doit s'adapter et faire face. Donc, au Sénégal, on a tout le dispositif qu'il nous faut. On a une loi sur les données à caractère personnel qui est entrée en vigueur depuis 2008. Le Bénin n'est pas en reste dans cette lutte. La loi de 2009 détermine le cadre dans lequel ces données sont protégées. Aujourd'hui, l'arrivée des nouvelles technologies invite les acteurs de la société civile à renforcer la sécurité de la protection des données personnelles. Nous devons mettre en place une organisation suffisamment inclusive qui ne se limite pas aux seuls acteurs du secteur public, mais qui s'ouvre à la participation des organisations de la société civile, des acteurs qui, de jour en jour, commencent à explorer ces terrains qui, autrefois, étaient très peu couverts. Aujourd'hui, les organisations de la société civile travaillent à mieux comprendre le cadre juridique international et tout ce qui permet vraiment d'assurer une protection effective de la vie privée. Il y a une volonté politique, mais il faudrait que cette volonté soit renforcée davantage parce que nous trouvons aussi quelques lacunes et quelques flous, quelques notions floues sur les questions de protection de données personnelles, notamment dans l'encadrement juridique. Cette rencontre de 2 jours à Dakar va permettre aux différents protagonistes de revoir la politique des gouvernements en la matière en intégrant une synergie entre les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile. Nous sommes le 11 octobre 2013, déclarée Journée internationale de la fille par les Nations Unies. Une journée instaurée pour reconnaître les droits des jeunes filles et pointer les obstacles auxquels elles se heurtent partout dans le monde. Malgré des progrès indéniables, 31 millions de filles en âge d'aller à l'école primaire ne sont toujours pas scolarisées. Cette journée est également l'occasion d'observer le quotidien des filles de plusieurs pays du continent. Jaran Ndiaye. 11 octobre 2013, la fille est à l'honneur dans le monde entier. Cette date est en effet consacrée à la Journée internationale de la fille, constatant la nécessité d'adopter de nouvelles perspectives créatives en vue de progresser l'éducation des filles. L'édition 2013 sera consacrée à l'importance de l'innovation en la matière. Au Niger, par exemple, l'innovation est encouragée par la mise en place de subventions. Mes parents ont cherché un tuteur pour moi pour que je reste ici. Avant, ils ne pouvaient pas le faire. Mais aujourd'hui, j'ai reçu la subvention.
Grâce à ça, ils sont en mesure de m'en trouver un. En République démocratique du Congo, l'innovation vise à rendre plus autonomes les filles. Une autonomisation qui passe par le lancement d'une campagne de sensibilisation pour l'éducation. La campagne Back to School vise à demander à tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Je suis engagée dans la campagne de retour à l'école parce que je voulais demander aux parents de ne pas laisser les filles à la maison, faire des corvées quotidiennes et attendre patiemment le mariage. En Afrique, si des progrès importants ont été réalisés dans l'amélioration de l'accès des filles à l'éducation au cours des 20 dernières années, nombre d'entre elles, en particulier parmi les plus défavorisées, continuent d'être privées de ce droit fondamental. Dans beaucoup de pays, les filles n'ont toujours pas la possibilité d'accéder à l'école et d'achever leur scolarité du fait de problèmes liés à l'insécurité ou d'obstacles d'ordre financier, institutionnel ou encore culturel. Mais en Afrique, comme un peu partout dans le monde, l'éducation des filles reste un vrai défi pour contribuer de manière durable au développement des pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.